Voilà, donc bonjour à tous à ce nouveau webinaire de Bru Partners. Je renonce en fait à comment à vous dire quand nous pourrons reprendre nos webinaires, nos séminaires plutôt ou nos débats de midi en présentiel. Donc pour l'instant, on vous accueille toujours en vidéoconférence. Donc, bienvenue à tous. Le sujet d'aujourd'hui sera l'usage du numérique dans le domaine de la santé. Pour nous en entretenir, nous avons avec nous Sébastien Jodogne, qui est chercheur et chargé de cours dans le pôle en ingénierie informatique de l'Institut ICTM à l'Université de Louvain. Il nous expliquera sans doute ce que c'est exactement l'Institut ICTM. Et Sophie Liénard, qui est coordinateur project coordinator chez l'AFTEC Bruxelles. Donc, elle expliquera aussi sans doute ce que c'est que l'AFTEC Bruxelles. Nous allons procéder comme d'habitude. Le logiciel, enfin la formule que nous utilisons pour les vidéoconférences ne se prête malheureusement pas à une très très grande interactivité, mais si vous souhaitez poser des questions ou intervenir par votre opinion dans le débat, vous pouvez le faire en utilisant le bouton qui chez moi se trouve en bas à droite. Notez bien qu'il se trouve parfois en haut à droite, mais en tout cas pour l'instant il se trouve chez moi en bas à droite avec marqué questions. Vous pouvez utiliser cette rubrique-là pour poser des questions ou intervenir dans le débat. Je vous prie de m'excuser, donc c'est un petit peu nous qui allons devoir répercuter en fait ces questions ou ces commentaires. Malheureusement, le logiciel ne permet pas d'intervenir directement. Si vous avez des messages à adresser, je dirais, au secrétariat, par exemple sur la qualité de la connexion, dans la mesure où ça dépend de nous, vous pouvez utiliser la rubrique chat qui se trouve tout à fait à droite de votre écran, en tout cas sur le mien. Voilà, donc je crois avoir tout dit pour les questions pratiques. Et je passe tout de suite la parole à Monsieur Sébastien Jodogne, s'il vous plaît. Bonjour, grand merci de m'avoir invité aujourd'hui. Maintenant, je vais essayer de partager mes slides en espérant que tout fonctionne aussi bien que durant les petits tests qu'on avait fait juste avant. Voilà, je pense que les slides sont à disposition de tout le monde. Voilà, écoutez, donc un grand merci de m'avoir invité aujourd'hui pour cet exposé. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Déjà, avant de commencer, je crains que je vais être très frustrant parce que le thème de ma présentation, c'est partager les données médicales. Et c'est un domaine tellement vaste et tellement complexe que, évidemment, ici, je vais ne faire qu'un petit peu gratter la question et il y aura énormément de non-dits et de perspectives pour le futur. Donc, d'abord, pour me présenter, je suis informaticien de formation. Je suis professeur maintenant à l'Université catholique de Louvain, où j'enseigne entre autres l'informatique médicale et où je fais des recherches dans tout ce qui concerne l'intelligence artificielle appliquée aux données médicales, aux données cliniques, et avec un grand focus sur l'imagerie médicale. Donc, vous verrez quelques petits slides avec mes travaux dans ma présentation. Donc aujourd'hui, moi, ce dont je voudrais vraiment vous parler, ça tient en une image, et c'est une image que les professionnels de la santé connaissent bien, sans doute, c'est l'image des silos. Parce que, en fait, quand on est dans le domaine de l'informatique médicale, au jour d'aujourd'hui, on a encore un peu cette approche en silo, ce qui signifie qu'on va compartimenter chacune des disciplines médicales, on va compartimenter chacun des hôpitaux, les médecins généralistes, etc. Et c'est assez difficile actuellement de faire tout, de faire vraiment un ensemble commun et cohérent autour duquel on va pouvoir mettre le patient au centre avec ces données qui gravitent autour. Alors, la première question qu'on peut vraiment se poser, c'est bien joli de vouloir absolument partager les données médicales, mais pourquoi est-ce que c'est tellement important? Ici, je vous ai fait un petit slide où vous voyez qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a envie de faire ce genre de partage. L'exemple le plus
emblématiques, c'est celui de la continuité des soins, donc continuity of care en anglais. Et là, l'idée, c'est que quand un patient se fait diagnostiquer dans un hôpital, potentiellement, il va avoir besoin d'une expertise qui est présente uniquement dans un autre hôpital, et donc les données doivent, pour bien faire, suivre le patient dans l'autre hôpital. Donc ça, c'est le continuity of care. Mais à côté de ça, on en a beaucoup d'autres des usages. Je prends par exemple l'archivage légal. Les hôpitaux actuellement sont censés garder des patients 30 ans après leur décès. Donc c'est tout un archivage qu'il faut mettre en place. Une autre chose qui arrive de plus en plus, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle, que ce soit du point de vue scientifique ou du point de vue industriel, eh bien, les données qui sont dans l'hôpital, à un moment donné, doivent quitter les systèmes dans lesquels elles ont été hébergées pour pouvoir alimenter d'autres plateformes et pouvoir participer à la prise de décision autour du patient. Mais il y a encore plein d'autres usages, comme par exemple les seconds avis, l'expertise à distance, la recherche clinique, les maladies rares. Donc, énormément de choses peuvent être faites et je pense qu'il y a aussi vraiment un point central qui est sur ce slide, assez discret, mais qui reviendra plus tard, c'est que le patient, en fait, est un partenaire de plus en plus dans notre conception des choses. Donc, il faut réussir à faire en sorte qu'on puisse créer une littératie en santé qui est vraiment axée sur le patient. Et d'ailleurs, quand on regarde d'un point de vue purement juridique et légal, dans la loi belge, il y a le patient qui a le droit à avoir accès à ces données qu'on va qualifier de objectives, c'est-à-dire les données telles qu'elles ont été acquises par les différents dispositifs qu'on va retrouver dans un hôpital. Donc voilà un slide qui, en un mot, essaie d'un petit peu dire pourquoi est-ce qu'on a envie de partager les données médicales. Alors, il faut se dire que actuellement, ça reste un peu dans le domaine du fantasme, ce que j'écris, ce que je montre ici. On aimerait bien, idéalement, que le patient, que les médecins généralistes, les assurances, les mutualités, le gouvernement éventuellement, comme par exemple le SPF Santé publique, les différentes sociétés, les chercheurs puissent considérer un peu l'hôpital comme étant une entité sur laquelle il y a une prise où on va pouvoir se brancher pour récolter les données. Techniquement parlant, au jour d'aujourd'hui, ça reste un fantasme. On espère évidemment que ça va évoluer dans les 10 années à venir, mais c'est encore extrêmement difficile actuellement. Alors, pour un peu illustrer mon propos, je vais vous parler d'un exemple récent que j'ai eu avec un de mes proches. J'ai dû l'accompagner dans une visite chez le pneumologue. Et j'ai trouvé, enfin voilà, je suis informaticien, donc évidemment je suis un peu geek, j'adore tous ces trucs-là. Et j'ai trouvé ça génial de voir cette petite caisse là que vous voyez, la petite box, sur laquelle le patient est assise et va respirer en fonction des instructions que le technologue lui dit de faire. Et vous voyez que le technologue a un bel écran avec dessus toutes les instructions, toutes les mesures, tous les paramètres qui sont pris, les instructions qu'il doit donner au patient, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe là derrière? Une fois que l'analyse a été réalisée, en fait, on va créer un PDF, le PDF que vous voyez au milieu du slide, et j'ai trouvé ça super parce qu'il y a, voilà, à l'intérieur de la petite colonne que vous voyez là, il y avait une imprimante qui était au pied du technologue, qui a imprimé un joli papier. Et là, j'ai commencé à être surpris parce que le papier, une fois qu'il a été imprimé, qui est un rapport comme vous voyez à droite, le technologue a pris le papier et est allé le montrer au médecin, au pneumologue qui était dans un autre bureau. Je me suis dit, tiens, ça c'est assez curieux, on est quand même dans un monde informatisé. Comment est-ce possible qu'on est encore en train de passer avec une imprimante? Et après, je me suis posé la question, oui, mais en tant que patient, moi, j'aimerais bien voir ce rapport-là. Et j'ai essayé de me connecter, moi, je suis en Wallonie, et donc j'ai été me connecter au réseau santé wallon, mais j'imagine que l'expérience serait identique en se connectant à Brumette, donc dans le réseau santé bruxellois. Je n'avais pas accès à ce rapport-là. Tout comme, je me disais, après, moi, je suis chercheur, donc ce qui m'intéresserait, c'est peut-être potentiellement de faire de la recherche sur base de ces données. Et là encore, si on sort un PDF qu'on imprime sur une imprimante, comment est-ce qu'on peut pouvoir faire de la recherche là-dessus? C'est pas facile. Donc en fait, quand on décompose un peu ce qui se passe au niveau de l'hôpital, on a le patient, ici tout au-dessus, qui va donner lieu à ce qu'on appelle les time series, donc une série temporelle, où on va voir les paramètres de respiration au cours du temps, et ça va générer le rapport. Le rapport, qui a été imprimé sur un papier, comme je vous le disais, qui a été amené chez le médecin, va donner lieu, du côté du médecin, à l'écriture d'un rapport clinique.
vraiment d'un protocole médical, comme on appelle ça, qui va lui-même être encodé sous forme de PDF pour être stocké dans un gros silo, le silo de l'Electronic Health Record, donc dans le silo du dossier patient informatisé, dans lequel on va retrouver tous les PDF qui concernent tous les patients de l'hôpital. Et après, ce qui se passe, c'est que le patient ou le médecin généraliste a l'opportunité, grâce au réseau santé bruxellois, de se connecter et de lire ce qui est à l'intérieur du dossier médical informatisé de l'hôpital. Mais ce qu'on a comme problème, c'est que ni la time series, ni le rapport PDF de source ne sont disponibles pour le médecin généraliste et pour le patient. Alors, ça signifie quoi? Premier constat, qu'il y a un besoin d'aller au-delà de la culture, entre guillemets, du PDF tel qu'on l'a actuellement. On a envie d'aller un peu plus loin que le PDF qui a été généré par le médecin à la fin dans son protocole. Alors maintenant, je vais vous prendre un autre exemple. Ça, c'est un exemple un peu plus évolué, qui est celui du neurologue. Alors, le neurologue, ben voilà, on va passer des électrodes sur la tête du patient. Là aussi, on va capturer plein de time series super compliquées qui mesurent l'activité cérébrale. Et là, c'est très différent par rapport à ce qu'on avait chez le pneumologue, parce que ce sont vraiment ces données-là qu'on va stocker dans plein de fichiers qui vont après être stockés dans un serveur, dans une salle des machines. Alors là, on peut se dire, ah, ça c'est chouette, parce que grâce à cette approche-là, on a des informations qu'on va pouvoir, par exemple, réexploiter à des fins de recherche. On se dit, ah bah tiens, on va pas juste faire un snapshot, une prise de l'état du patient au temps T, on va potentiellement rendre des analyses futures possibles. Mais quand on y pense et quand on ouvre un peu le capot, ben on se dit qu'il y a quand même des problèmes avec ça, parce que quand on regarde chacun des fabricants qui existent dans le monde des EEG, donc des électroencéphalogrammes, chacun va venir avec son petit format de fichier. Donc, ce qui signifie que le scientifique qui va exploiter ces données-là ben, se retrouve perdu devant une vingtaine ou une trentaine de formats qui ne sont pas uniques et qui sont difficilement interopérables les uns avec les autres et qui viennent chacun avec leur écosystème qui est assez privé, qui est un petit peu refermé. Alors ça a un impact évidemment au niveau de la science, mais c'est également un impact au niveau de la littératie du patient, parce que le patient qui a envie lui-même d'accéder à ces données objectives, parce que je vous rappelle ce que je vous disais au début de ma présentation, le patient a le droit d'accéder à ces données, mais actuellement, on s'aperçoit que c'est très difficile d'exercer ce droit. C'est aussi très difficile, une fois même que le droit a été exercé, d'avoir des outils qui soient suffisamment user-friendly pour le patient, pour qu'il puisse prendre connaissance de sa condition de santé, pour qu'il puisse mieux comprendre quelle est sa pathologie, mieux éventuellement avoir une meilleure compliance à son traitement et ce genre de choses-là. Et en outre, quand on réfléchit sur un point de vue purement technique, ben on reste quand même dans un domaine de silo, parce qu'à côté du gros silo du dossier patient informatisé, on va retrouver un silo qui est dédié au stockage de ces données d'électroencéphalogramme en l'occurrence. Et on se pose la question de nouveau du scientifique, parce que le scientifique sait très bien que pour faire une étude, ben, il va avoir besoin de plein de patients pour y arriver. Et donc, il va devoir réussir à faire parler des silos entre différents hôpitaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui reste excessivement compliqué à ce stade et qui donc freine beaucoup la recherche qu'on va qualifier de multicentrique. Alors là, je vous ai parlé de EEG, mais actuellement, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est vraiment une lame de fond qui est en train de se préparer. Et la lame de fond, c'est celle des données qu'on va qualifier de omiques. Donc la génomique, vous avez sans doute déjà entendu parler avec le séquençage de l'ADN, mais au-delà de la génomique, on va retrouver également la transcriptomique, la protéomique et la métabolomique. Et donc à chaque fois, ça vient dans des systèmes de plus en plus complexes, donc l'ARN pour la transcriptomique, les protéines pour la protéomique et les métabolites pour tout ce qui est métabolomique. Et toutes ces données-là se caractérisent par des volumes gigantesques et là également qui sont complètement non interopérables. On va retrouver plein de petits fichiers qui ont chacun leur format, qui ont chacun leurs spécifications différentes et qu'il est donc très difficile de faire parler les uns avec les autres. Et je ne vous fais pas le même raisonnement qu'au slide précédent, mais là, ici, on va retrouver un autre silo, un nouveau silo, où on va retrouver toutes les données omiques à côté du dossier patient et à côté des données d'EEG et de types de données. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que, conclusion numéro 2 de ma présentation, il y a un besoin d'interopérabilité, c'est-à-dire de faire
discuter les systèmes entre eux pour un petit peu faire sortir ces silos et pour réussir à les interfacer les uns avec les autres. Et il y a une discipline qu'il a très bien compris il y a très longtemps, c'est la discipline de l'imagerie médicale. Donc, par exemple, quand on va visiter un radiologue, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le radiologue va faire l'examen, enfin le technologue va faire l'examen, et le radiologue va pouvoir lire l'examen et va pouvoir faire un rapport. La différence avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que non seulement, comme dans le EEG, donc dans les électroencéphalogrammes, on va avoir des fichiers informatiques qui vont stocker les données brutes de l'acquisition, mais en plus, dans le domaine de l'imagerie médicale, on a l'extrême chance d'avoir un standard qui s'appelle le DICOM. Et grâce à ce standard, en fait, tous les hôpitaux du monde, vous iriez en Brésil ou vous iriez au Japon, tous ces hôpitaux vont parler le langage du DICOM. Donc, ça veut dire qu'on a un standard unique pour toutes les applications de la radiologie. Et ça, c'est déjà quelque chose qui va permettre de faire voler en éclats les silos qu'on avait dans le domaine de l'imagerie médicale. Parce que dans un hôpital, il n'y a plus qu'un seul système, ce qu'on appelle le PACS, Picture Archiving and Communication System, qui va rassembler toutes les données qui sont générées au niveau de l'imagerie dans l'hôpital. Et si on a un standard qui a en plus l'avantage d'être ouvert, ce qui est le cas du DICOM, ça permet de créer ce qu'on appelle des implémentations ouvertes. Donc, vous avez sans doute déjà entendu parler d'open source, mais une fois qu'on a un standard ouvert, ça signifie qu'on est en train de se rendre potentiellement indépendant des différents fournisseurs qui étaient nécessaires pour réussir à faire une analyse. Grâce à un standard comme le DICOM, on est capable de prendre des fichiers et de les exporter à destination de tous les autres hôpitaux, peu importe l'écosystème et la marque du fabricant avec lequel ils travaillent. Donc ça a des gros avantages, à la fois pour le médecin, mais aussi pour le scientifique et pour le patient. Comme ça, chacun est sur un même pied d'égalité et peut réussir à accéder à ces données de santé. Les standards ouverts sont également capitaux pour l'industrie, parce que grâce aux standards ouverts, on va avoir des industriels qui vont pouvoir se connecter, comme je l'avais un petit peu fait avec une caricature dans mes premiers slides, ou avec vraiment quasiment une prise de courant sur laquelle il va pouvoir se connecter au système informatique de l'hôpital qui va rassembler les images médicales. Et d'ailleurs, ce qu'on voit du coup, c'est que pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle est tellement avancée dans le domaine de la radiologie et finalement assez peu dans les autres domaines de l'imagerie, de l'informatique médicale? Eh bien, c'est grâce à ce standard. Parce que grâce à ce standard, on s'aperçoit ici dans le repository des algorithmes d'intelligence artificielle qui est géré par l'American College of Radiology, et bien on va s'apercevoir qu'il y a de l'ordre de 190 algorithmes qui sont déjà recensés pour un usage clinique dans cette plateforme-là. C'est grâce au fait qu'il y a un standard ouvert qui a permis de faire tout ce que j'ai raconté jusqu'auparavant. On peut se poser la question, après, c'est bien joli, là j'ai beaucoup parlé de l'imagerie médicale, mais quid au niveau des données cliniques? Eh bien, on a la chance parce qu'actuellement, il vient d'y avoir un nouveau standard qui s'appelle le FHIR, le FHIR, for Fast Healthcare Interoperability Resources, qui a débuté, donc c'est un gros travail qui a débuté depuis à peu près 10 ans grâce au consortium mondial HL7 et qui est en train de faire exactement la même chose en informatique médicale que ce qu'on avait en imagerie médicale. Et grâce à ce standard de FHIR, on va potentiellement réussir à beaucoup plus facilement faire voler en éclats les silos et pouvoir interfacer les systèmes entre eux. Alors, je vais peut-être passer ce slide-là. Si on combine DICOM, dont je vous ai parlé précédemment pour l'imagerie médicale, et le FHIR, qui est pour la partie informatique médicale, eh bien, on s'aperçoit qu'on va pouvoir réussir à créer des innovations dans tout ce qui est le domaine de la médecine. Je ne parle pas uniquement d'innovation industrielle, mais également de recherche scientifique. Parce qu'une fois qu'on a ces silos qui peuvent discuter entre eux, comme je l'ai écrit ici à gauche dans cette petite caricature-là, les différents services de l'hôpital qui étaient en train de se dire ça j'ai une chouette idée, mais j'ai difficile parce qu'il faut que je parle au gros silo du dossier patient informatisé, eh bien, on va pouvoir réussir à concrétiser ces projets d'innovation à l'intérieur même des hôpitaux. Et ça, si vous avez entendu parler des centres d'innovation médicale, c'est quelque chose que je pense vraiment très intéressant à faire rentrer dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est pour l'intérieur de l'hôpital, mais également la perspective de l'extérieur. Parce que si on a ces différents standards, on est capable, avec des industries, avec des chercheurs, avec des scientifiques, avec des patients, avec des communautés qui sont à l'extérieur de l'hôpital, de pouvoir se connecter
à ce qui était auparavant le château fort du dossier patient informatisé, contre lequel il était très difficile de pouvoir se connecter. Alors, un autre besoin qu'on a, c'est ce qu'on appelle le besoin de la sémantique. Alors, au niveau de l'imagerie médicale, comme je vous l'ai déjà dit, c'est bien joli d'avoir l'image. L'image est acquise et stockée dans un serveur qui s'appelle le PACS. On a également le médecin qui pose son diagnostic, ce qui génère un rapport médical qui va pouvoir être intégré dans le dossier patient informatisé de l'hôpital. Mais il y a un besoin d'aller plus loin pour les applications d'intelligence artificielle. Et ce besoin, c'est le besoin de l'annotation structurée. Ça veut dire qu'il ne suffit pas d'avoir l'image et le protocole, faut-il encore avoir des informations sur les différentes structures qu'on veut étudier dans l'image pour pouvoir appliquer des algorithmes de machine learning sur ces données d'imagerie. Donc là, on voit qu'on a besoin de rajouter une notion qu'on va qualifier de sémantique. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste prendre l'image ou le rapport PDF, on va devoir avoir une certaine interprétation de l'image qui va pouvoir être reproduite par la machine. Et c'est là que on s'aperçoit que dans les rapports médicaux, comme on les utilise encore fort au jour d'aujourd'hui, donc les protocoles médicaux dont j'ai déjà parlé, qui sont essentiellement un PDF, donc c'est ce que vous voyez sur la gauche, c'est très différent de ce que vous avez sur la droite, où sur la droite, vous avez une certaine structuration du langage qui permet une interopérabilité des choses. Et avoir une structuration informatique du langage médical permet beaucoup de choses. Ça permet d'éviter les ambiguïtés, ça permet de parler plusieurs langues, ça permet de prendre en compte les termes spécialistes, donc ça veut dire qu'ils sont liés à une spécialité médicale, les synonymes, la polysémie. Donc la polysémie, ça signifie qu'un même terme peut signifier différentes choses dans différentes disciplines médicales. Donc c'est important d'avoir en tête non seulement la structuration des informations, mais aussi la standardisation du langage médical. Et là, on a de la chance parce qu'en fait, quand on regarde la littérature, on a là aussi des gros efforts qui sont menés au niveau de l'informatique médicale. Donc, par exemple, le consortium SNOMED-CT essaye de standardiser avec plusieurs dizaines de milliers de codes les différentes pathologies qu'un patient peut avoir. Donc ici, vous voyez un snapshot, par exemple, de l'angine, où on voit que le joli code pour l'angine, le code informatique, c'est 194 828 000. Et quand on dit ça, l'ordinateur sait qu'on parle d'une angine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ambiguïté dans un langage qui pourrait être le langage écrit. Alors à côté du SNOMED, qui est le plus gros corpus de nomenclature médicale, on va retrouver d'autres nomenclatures, comme par exemple le LOINC, qui est utilisé dans les laboratoires d'analyse clinique, le ICPC, qui est utilisé pour tout ce qui est première ligne, donc la médecine générale, le ICD-10, maintenant le ICD-11, qui sont plutôt utilisés pour l'épidémiologie et pour la médecine légale. Alors, juste ici, pour revenir un peu sur ce qui se passe au niveau de la Belgique, sachez que c'était il n'y a pas si longtemps, donc le 28 octobre 2021, on voit que dans le document de la Chambre des représentants ici, il est explicitement marqué qu'on va quitter le monde du CNER, qui étaient les vieux standards médicaux qu'on utilisait jusqu'à il y a peu, pour parler SNOMED-CT, je viens d'en parler juste avant, et ICD-11, mais aussi le FHIR. Et donc, on s'aperçoit que d'un point de vue politique en Belgique, il y a la vraie prise de conscience de l'importance de standardiser le langage médical et de standardiser l'informatique médicale. Oui, ici, je vais quand même vite, je n'ai pas trop le temps de m'appesantir dans les détails, mais l'interopérabilité, il faut se rendre compte que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante que pour pouvoir améliorer le monde de l'informatique. Il y a vraiment le gros souci de la partie légale, évidemment. Il faut protéger l'accès aux données patients, ce qui nécessite la mise en place de comités d'éthique qui vont devoir être de plus en plus en contact avec ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital, avec l'environnement de l'écosystème d'innovation. Et ça, c'est toute une question légale en soi, sur laquelle il y a énormément de travaux qui sont en ébullition dessus et sur lesquels on espère qu'on va pouvoir avancer dans les prochaines années. Je voudrais aussi en profiter pour casser une mauvaise conception qu'on voit souvent, c'est que souvent le médecin généraliste et ce qui gravite autour de la première ligne de soins
ou la deuxième ligne de soins, on oublie souvent que ces données-là, que ces praticiens-là vont aussi générer des données cliniques. Donc, par exemple, ici, j'ai pris l'exemple des dentistes, des gynécologues et des cardiologues qui chacun vont avoir dans leur cabinet des dispositifs d'imagerie, donc soit par rayon X, soit par ultrason, et qui sont également là des données objectives sur lesquelles, au jour d'aujourd'hui, le patient n'a en fait pas la possibilité d'y accéder facilement. Donc, comment peut-on échanger ces données-là? Comment les protéger? Comment les archiver? Eh bien, c'est encore beaucoup de questions ouvertes à régler au jour d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour un petit slide de pré-conclusion où je veux vraiment dire que l'interopérabilité, c'est quelque chose qui doit se comprendre non pas comme une démarche purement technologique, mais pour une démarche qui va réellement permettre de renforcer les soins primaires qui vont être apportés aux patients. Pour le médecin généraliste, avoir une meilleure vue de ce qui se passe de l'hôpital lui permettre d'avoir une meilleure prise en charge du patient dans toute sa complexité. Et le patient, il y a toute une dynamique d'éducation thérapeutique du patient, de littératie du patient qui doit se mettre en place pour que le patient comprenne de mieux en mieux ses conditions de santé propres et comment est-ce qu'il peut réussir à agir sur ces déterminants de la santé. Alors, je voudrais aussi mentionner assez brièvement le travail excellent de la Fondation Roy-Baudouin dans ces domaines-là et juste deux initiatives qui sont menées par la Fondation Roy-Baudouin. Tout d'abord, le Health Caring Technology Principles. Donc ici, ils ont réellement travaillé sur la question de comment est-ce qu'une technologie médicale, quels sont les critères qui font qu'une technologie médicale peut être conçue comme étant au bénéfice du patient. Et donc, il y a eu en fait 8 principes du coup qui ont été dégagés. Moi, je vous ai parlé du principe numéro 2 essentiellement, donc d'avoir un système intégré autour de la donnée du patient. Mais à côté de ça, on s'aperçoit quand on y réfléchit qu'on est beaucoup plus large. Je vous ai parlé un petit peu du droit, donc c'est des problèmes de gouvernance, il y a les problèmes de la propriété des données, il y a la collaboration autour des différents professionnels, et vous voyez que c'est vraiment quelque chose que je vous invite à découvrir parce que ces 8 principes directeurs permettent de réellement cadrer les innovations en santé. Et une autre information qui est peut-être plus à usage des patients au final, la Fondation Roy-Baudouin a lancé une campagne qui s'appelle Zorg voor je data, prenez soin de vos données, qui permet aux patients, donc c'est un superbe dépliant, qui vont permettre de mieux comprendre comment fonctionnent les données de santé, comment est-ce qu'on peut les partager, quels sont les challenges qui sont derrière. Donc vraiment pour le patient, pour les personnes qui sont en première ligne et qui parlent à des personnes qui sont potentiellement en détresse dans les soins de santé, c'est un outil que je trouve vraiment remarquable et que je vous invite à découvrir. Alors pour conclure, voilà, vous connaissez sans doute tous un peu la pyramide de Maslow. Donc c'est clair que pour réussir à bien vivre, il faut avoir beaucoup de sécurité selon différents critères. Alors les informaticiens se rigolent toujours en mettant le Wi-Fi en dessous parce que de plus en plus on a besoin du Wi-Fi pour arriver à tous ces besoins, dont celui ultime d'autoréalisation. Moi j'ai quand même envie de vous dire que il y a un étage qu'on oublie souvent en dessous, c'est celui de la donnée. Parce que sans données, de plus en plus, on s'aperçoit qu'on aurait difficile d'attaquer tous ces challenges de soins de santé. Voilà, je n'irai pas plus loin aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas pour l'invitation et de m'avoir écouté. Un tout grand merci pour votre exposé. Donc, sans plus attendre, je propose qu'on passe directement à l'exposé de Madame Liénard. Je rappelle pour autant que de besoin, que vous pouvez intervenir dans le débat d'une façon peut-être un petit peu formaliste, mais enfin quand même, en utilisant le bouton questions qui se trouve, si c'est la même chose que sur mon écran, donc à droite en bas de votre écran. Vous pouvez utiliser aussi le chat pour communiquer plutôt avec l'équipe ici du secrétariat de notre service communication s'il y a un problème de connexion ou quelque chose comme ça. Donc, il y a déjà une question dans la rubrique concernée, mais je propose qu'on les prenne à l'issue des deux exposés. Voilà, Madame Liénard, je vous en prie, c'est à vous. Merci beaucoup. Vous m'avez entendu? Bonjour à tous. Oui, voilà.
Est-ce que vous voyez ma présentation? Parce que je vois que ça tourne. Oui, Oui. on la voit, il n'y a pas de problème. Attendez, parce que moi, je ne sais pas si j'ai partagé le bon fichier. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez la présentation en grand? Là, pour l'instant, on vous voit vous-même, donc on ne voit pas de présentation. Ah. Je recommence. Ça, vous ne pouvez pas compter sur moi pour vous aider, c'est des choses. Donc le bouton en bas, partager l'écran, et alors normalement si votre présentation est ouverte, on devrait la voir. On l'avait vu il y a quelques minutes. Voilà, Oui. Elle s'affiche. Là, vous la voyez en grand. Parfait. OK. Parce que du coup, si je mets ceci, vous voyez toujours en grand? Oui. On n'a pas vu, Oui. Personnellement, je n'ai pas vu de changement, mais la diapositive est lisible. Donc, évidemment, ce sont des titres. Parfait. Voilà. Alors, c'est bon. Je pense qu'on y est. Voilà. Désolée pour ce petit contretemps. Bonjour à tous. Donc voilà, moi, je m'appelle Sophie Liénard. Je suis conseillère aux entrepreneurs et gestionnaire de projets chez LifeTech Brussels depuis 2016. Et donc, en lien avec ce thème de l'usage du numérique dans le domaine de la santé, j'emboîte le pas à Sébastien Jodogne, avec lequel j'ai beaucoup aimé la présentation. Il y a beaucoup de liens, je pense, avec ce que je vais dire. Donc, j'emboîte le pas après sa présentation pour vous illustrer d'une part la production de solutions numériques, donc du côté des entrepreneurs, et d'autre part ce besoin donc d'intégration rapide et efficient de ces solutions numériques par les hôpitaux. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut reconnecter les deux. D'abord, LifeTech Brussels, qui sommes-nous? LifeTech est le cluster santé de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, ce cluster fait partie de l'agence publique Hub Brussels, qui est l'agence bruxelloise de soutien aux entreprises. Nous stimulons et nous soutenons les entreprises innovantes qui développent des dispositifs médicaux connectés ou non, mais aussi des solutions de santé digitale. Alors, comment est-ce qu'on soutient ces entrepreneurs? Tout d'abord, on a un rôle de coordinateur de filière santé à Bruxelles, ce qui fait qu'on est en contact avec toute une série d'acteurs pluridisciplinaires et de ressources intersectorielles qui nous permettent du coup de favoriser la bonne conduite de ces projets d'innovation. Donc, nous sommes en lien avec des acteurs évidemment entrepreneurs, mais aussi des académiques, des professionnels de soins, des acteurs financiers, des associations de patients, des relais politiques, etc. On les soutient aussi parce qu'on a une connaissance approfondie de l'écosystème santé, j'ai envie de dire bruxello-belge. Et donc, cette connaissance permet aux utilisateurs finaux, dont les hôpitaux, d'accéder, de tester, mais aussi de valider et peut-être in fine d'adopter des solutions innovantes à haut potentiel tout en maîtrisant leurs risques. Et enfin, on a une expertise en gestion de l'innovation qui nous permet donc d'une part de challenger les projets entrepreneuriaux d'un point de vue plutôt business, mais aussi de challenger les aspects plutôt réglementaires, mais alors avec l'aide d'experts. Et on offre aussi aux hôpitaux une expertise en gestion de projet, avec des outils méthodologiques qui facilitent le cadrage et la coordination et la maturation de projets. Alors ici, je voulais vous montrer quelques entreprises innovantes qui ont été accompagnées ou qui sont encore accompagnées par le cluster LifeTech et qui proposent des solutions de santé digitale ou des dispositifs médicaux connectés à destination des hôpitaux dans différents domaines.
Vous voyez, il y a Linda Care, par exemple, qui propose du suivi de monitoring cardiaque à distance. Donc, ça permet en fait aux cardiologues un suivi en continu de leurs patients et des réactions adéquates en cas de problème, et aussi toute une série d'analyses graphiques pour faciliter leur travail. Si j'en prends un autre, je vais peut-être pas tous les faire, mais si je prends Zest, par exemple, de Nutrinomics, donc Zest, en fait, propose des conseils nutritionnels personnalisés pour les patients atteints de cancer. Et donc, ça permet un suivi de l'état nutritionnel des patients qui ont un cancer ou qui sont en rémission, et des conseils personnalisés pour éviter la dénutrition de ces patients. Si on en prend encore un dernier, Early Tracks, par exemple, donc propose une gestion du dossier patient informatisé et une amélioration de l'expérience du praticien et un meilleur suivi du patient grâce en fait à l'extraction d'informations clés dans le DPI lui-même. Voilà. Alors, depuis l'année passée, en fait, on s'est penché d'un peu plus près sur l'innovation médicale et ses enjeux pour les établissements de soins en particulier. Donc, on s'est documenté, on a lu plusieurs sources à ce niveau-là, et notamment le rapport ING Health Prospecting de 2020, qui met en évidence que l'innovation est essentielle pour mieux soigner la population à moindre coût, en augmentant la qualité des soins. Et donc, l'innovation permet d'assurer le développement d'un système de santé qui est véritablement créateur de valeur. Mais néanmoins, on se rend compte que la production d'innovation, notamment dans le secteur de la santé, en Belgique, elle est conséquente, mais que l'intégration effective de ces innovations au sein des établissements de soins, ça reste un défi majeur pour notre pays. Et il y a 3 raisons pour cela qui sont expliquées dans le rapport. La première, c'est qu'on a un écosystème qui semble être peu favorable à l'ancrage de l'innovation. Donc, il y a une faible priorisation du sujet dans les objectifs stratégiques et ou une faible culture d'innovation au sein de ces établissements de soins. La deuxième, c'est qu'il y a une réglementation complexe qui décourage les acteurs et qui du coup aussi retarde la mise sur le marché des innovations, et cela au détriment malheureusement du patient. Et la dernière, c'est une question plus financière, donc il y a une logique de financement plutôt à court terme et en silo, on revient aux silos évoqués par Sébastien, qui sont couplés à une absence de mécanismes qui favorisent le financement des innovations et aussi un manque d'évaluation en fait de ces mécanismes de financement, notamment en termes de valeur ajoutée apportée aux patients. Bon, on pourrait nuancer évidemment ce dernier point, le rapport daté de 2020, vu qu'il y a eu la récente réforme du ministre Van den Broek sur l'organisation et le financement des hôpitaux, et que cette réforme vise à décourager dès cette année-ci la surconsommation des actes médicaux et encourager la santé, la rendre plus transparente, encourager des collaborations entre les hôpitaux également et augmenter la sécurité tarifaire pour le patient en diminuant les suppléments de soins, donc une meilleure gestion financière. Alors, ce rapport Health Prospecting, il met aussi en avant plusieurs recommandations pour réduire cet écart entre innovation produite et innovation intégrée, dont les 3 recommandations suivantes qui nous intéressent particulièrement. La première, c'est encourager une culture de l'innovation au sein de l'établissement de soins. Donc, on peut faire ça de plusieurs manières, en mettant en place un environnement multidisciplinaire qui est propice à l'innovation, en allouant des ressources au développement de l'innovation qui est la plus génératrice de valeur pour l'hôpital, et en permettant aux professionnels de soins de s'impliquer dans le processus d'innovation du début à la fin, c'est-à-dire depuis la définition des problèmes jusqu'à finalement l'évaluation de l'impact des innovations intégrées auprès des utilisateurs finaux. La deuxième recommandation, c'est de faciliter la création entre professionnels de soins et acteurs de l'innovation, à la fois au sein et en dehors de l'hôpital, afin d'assurer la diffusion des innovations produites et leur pertinence en lien avec des besoins réels de l'hôpital.
Et enfin, la dernière recommandation, c'est de maximiser la valeur qu'on apporte au patient, à la fois en optimisant son expérience patient, mais aussi en faisant concorder les pratiques de soins qui sont délivrées par les professionnels et les pratiques qui sont génératrices de valeur pour le patient. Tout ça en misant sur la qualité des actes médicaux. Alors, c'est dans ce contexte que LifeTech a souhaité développer un centre d'innovation médicale à l'hôpital au sein d'un hôpital bruxellois. Donc, c'est un projet qui est pionnier à Bruxelles et à travers lequel on souhaite faire de Bruxelles un territoire pilote inspirant. Ce projet, il est soutenu financièrement par les fonds FEDER, donc c'est les fonds européens de développement régional. Et ce projet de CIM s'inscrit dans un projet en fait plus large qui vise à développer une filière inclusive de la santé à Bruxelles, donc je le disais il y a quelques minutes. Donc c'est quoi? C'est en fait permettre aux entrepreneurs et aux professionnels de soins notamment de mieux collaborer, mieux interagir et donc de faire sauter les fameux silos présentés par Sébastien. Donc le CIM, c'est un centre de projet qui vise à développer des innovations qui sont adaptées aux besoins de l'hôpital. Ce centre s'appuie sur une méthodologie qui produit des résultats concrets et qui permet d'identifier et de hiérarchiser les besoins afin que des solutions innovantes puissent être testées, validées et approuvées plus rapidement au bénéfice de l'hôpital, mais aussi du personnel hospitalier et des patients. L'idée, c'est donc vraiment d'innover pour améliorer les pratiques médicales, mais aussi tout ce qui est qualité, sécurité ou organisation des soins, c'est-à-dire la prise en charge des patients et l'amélioration du trajet de soins. Donc, ceci requiert évidemment l'implication de l'hôpital à tous les niveaux. Nous, dans le projet CIM qu'on a mis sur pied, on demande l'implication au sein de l'hôpital entre 11 et 14 personnes, évidemment pas à temps plein, mais c'est pour dire que voilà, il faut un éventail de profils très différents pour que ce projet soit un succès. Le CIM favorise la création d'une solution sur mesure avec une ou plusieurs entreprises, des équipes sur le terrain et des patients. Et donc tout ça pourquoi? Ben, tout simplement, enfin simplement, c'est un petit mot, faire émerger, développer et on espère pérenniser une culture d'innovation grâce à une méthodologie collaborative et donc faire pérenniser une culture d'innovation au sein de cet établissement de soins. Et donc pour ça, on espère aussi assurer une intégration effective et durable de l'innovation en santé digitale au sein de l'hôpital. Alors comment ça va se passer concrètement? Donc vous voyez ici que on est fin mai. On arrive en fait au bout d'un processus de candidature et de sélection. Demain, l'hôpital sélectionné pour ce projet CIM sera connu, donc timing parfait. Donc vous en saurez plus si vous lisez la presse à ce niveau-là. Et comment ça va se passer ensuite entre cet hôpital et nous? Il va d'abord y avoir une première phase d'alignement entre les diverses parties prenantes, notamment entre la direction, le project manager et nous-mêmes, et un cadrage de la mission. Donc, le but, ce sera d'aligner les objectifs du CIM avec la stratégie et les priorités de l'hôpital. Ensuite, donc ça, ce sera fait pendant l'été. Ensuite de ça, il y aura une deuxième phase qui sera la phase d'identification des besoins de l'hôpital. Donc, il y aura des ateliers qui seront menés avec toute une série de personnes. Je vous parlais qu'il y avait environ 14 personnes impliquées. Donc là, il y en aura déjà 6 à 8 qui seront impliquées dans cette partie-là, cette mission-là. Et donc, le but, c'est aussi d'identifier toute une série de besoins et de prioriser ces besoins les uns par rapport aux autres. On va prioriser les besoins parce qu'on va devoir en choisir un sur lequel on va travailler. Et donc, on va devoir faire ça en termes de faisabilité budgétaire, regarder les ressources humaines disponibles également, le temps que les gens ont à consacrer au projet et aux besoins choisis. Et évidemment, quelle est la valeur attendue pour l'hôpital? Qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de valeur délivrée? Donc, il y aura aussi toute une série de réunions d'alignement qui seront prévues dans cette phase-là avec la
direction, durant lesquelles le project manager présentera l'état de l'art des différents ateliers et les résultats intermédiaires atteints durant ceux-ci. La phase suivante, c'est donc la phase 2A, qui est une phase d'appel à projet. Donc là, on fait vraiment rentrer les entrepreneurs dans la danse, si je peux m'exprimer ainsi. Donc une fois que les besoins de l'hôpital ont été priorisés, un appel à projet va être lancé et l'objectif, c'est d'identifier une ou plusieurs entreprises qui pourront répondre en partie ou totalement aux besoins identifiés pour le projet pilote. Donc celui-ci devra porter sur une solution connectée qui concourt à l'amélioration de la qualité, de la sécurité ou de l'organisation des soins, on l'a dit. Pourquoi est-ce qu'on se focalise sur une solution plutôt digitale? La première chose, c'est parce qu'on se rend compte que la digitalisation, c'est une préoccupation actuelle majeure des hôpitaux, mais aussi parce qu'on est sur un projet qui va durer 19 mois. Donc 19 mois, c'est long et c'est très court en même temps. Et donc, on souhaite pouvoir obtenir des résultats ne fût-ce que préliminaire ou intermédiaire dans ce projet. Or, le déploiement d'un projet digital, c'est en général plus rapide que si on se dit qu'on développe une prothèse de hanche ou une prothèse de genou. Et donc voilà, c'est aussi pour cette raison-là qu'on a décidé de se focaliser plus sur une solution connectée. Voilà. Alors, la dernière étape, c'est l'étape de projet pilote. Donc, c'est une phase qui consiste à aligner l'hôpital et l'entreprise pour adapter la solution aux besoins réels de l'hôpital. Donc, là, il y aura toute une série d'alignements qui seront faits en termes de signature de différents documents, définition d'une feuille de route également, et l'élaboration d'un cahier de charges pour lancer le volet 2, parce qu'on parle bien ici d'un volet 1. Alors, pourquoi 2 volets? En fait, il y a un premier volet qui est le volet de matérialisation de la solution qui est adaptée aux besoins de l'hôpital. Donc, l'objectif, c'est d'associer une ou des startups ou des entreprises qui viennent du terrain pour développer un savoir-faire qui est spécifique aux besoins de l'hôpital. Donc, la sélection de ces partenaires se fera via une mise en concurrence qui sera faite par l'hôpital. Et il y aura un montant de 25 000 € qui sera consacré par l'hôpital à cette phase-là et qui permettra de couvrir des coûts de développement spécifiques à l'hôpital. Et donc, en parallèle de ce montant, l'hôpital devra engager des ressources humaines qui constitueront une équipe projet pilote qui encadrera donc cette collaboration. Ensuite de ça, il y aura un deuxième volet d'implémentation de la solution à plus grande échelle au sein de l'hôpital, mais ça, ce sera après 2023. Pour ce volet-là, l'hôpital devra lancer un marché public et donc il y aura un cahier de charges qui sera défini sur base des développements et des résultats issus du volet 1. Donc, pourquoi est-ce qu'on a séparé les deux parties? C'est pour assurer à l'hôpital une meilleure gestion du risque, investir aussi un budget plutôt limité au volet 1 et prendre conscience du potentiel et des points d'attention éventuels de la mise à l'échelle d'une telle solution. Voilà. Et alors enfin, il y a une dernière phase que vous voyez sur l'autre flèche grise qui court sur quasiment la totalité de la durée du projet, qui est en fait une phase d'acculturation. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? En fait, c'est une phase qui favorise du coup une culture plus innovante au sein de l'hôpital et qui permet aussi de définir la vision du CIM, de ses missions et de ses valeurs. Donc, ces activités, elles auront un impact positif sur l'adoption des innovations et l'émergence de futurs besoins d'innovation. Et c'est vraiment en fait une phase de prise de recul par rapport à tout le projet, donc par rapport aux phases 1A, 1B, 2A, 2B qui sont plus main dans le cambouis, si je peux m'exprimer ainsi. Ici, on a vraiment une phase de prise de recul et d'évaluation des résultats aussi, de réflexion. Et donc, en fait, ça permettra de créer, de rédiger également un guide pratique qui sera utilisé par l'hôpital, sélectionné, avec qui on travaillera, mais qui pourra aussi être lu et servir d'inspiration
pour d'autres hôpitaux qui voudraient se lancer dans une démarche similaire d'implémentation d'un centre d'innovation médicale. Donc, dans tout ce projet-ci, il y a en fait une logique de renforcement de la chaîne de valeur pour les projets entrepreneuriaux à haut potentiel, parce que en permettant aux entrepreneurs de collaborer avec des soignants et des patients pour développer des solutions et tester et valider ces solutions à grande échelle au sein de l'hôpital, le CIM permet en fait de jouer un rôle clé dans la légitimation des solutions en vue de leur commercialisation. Ça restait jusqu'à présent très compliqué en raison de ces silos et du fait qu'il y a donc un cloisonnement entre les mondes hospitaliers et entrepreneuriaux qu'on a pu observer depuis plusieurs années. Le renforcement de cette chaîne de valeur, il se comprend aussi comme la mutualisation des compétences qui sont en présence sur notre sol bruxellois pour assurer le développement d'une solution qui va maximiser de la valeur qui est créée pour les utilisateurs finaux. Alors, si je peux vous donner l'un ou l'autre exemple pour conclure. Premier exemple ici qui est le bloc opératoire augmenté, qui est un exemple français d'innovation intégrée véritablement au sein de l'hôpital et qui répond directement aux besoins concrets des prestataires de soins, en l'occurrence ici des chirurgiens. Donc les chirurgiens souhaitaient améliorer leurs pratiques chirurgicales et développer aussi des nouvelles pratiques chirurgicales. Et le BOPA, c'est un bloc opératoire augmenté qui permet d'améliorer ces pratiques grâce à l'utilisation de technologies numériques. C'est le fruit d'un partenariat entre l'AP-HP, qui sont donc les hôpitaux de Paris, et l'Institut des Mines Télécom. Donc on a vraiment ici aussi cette collaboration dont Sébastien parlait entre l'intérieur de l'hôpital et l'extérieur. Et depuis sa création en janvier 2020, ce BOPA a co-créé 2 innovations avec le personnel de soins qui ont été mises sur le marché, qui sont diffusées dans les départements chirurgicaux, donc des 38 hôpitaux de la PHP, et 18 autres innovations sont à l'étude. Donc c'est vraiment quelque chose de un terreau très fertile pour le développement d'innovations qui vont véritablement être intégrées au sein des hôpitaux de Paris. Le dernier exemple, et je m'arrêterai là, c'est celui-ci. Donc c'est l'exemple Bull by My Charlotte, qui est en fait un exemple français d'innovation intégrée qui répond aux besoins concrets des prestataires de soins, mais dans ce cas-ci, c'est le domaine de l'oncologie. Donc le besoin des oncologues était le suivant, ils souhaitaient assurer la continuité des soins et l'accompagnement des patients cancéreux, initialement pendant le confinement lié au Covid-19, puis évidemment sur le long terme. Et ils souhaitaient gérer les risques que le confinement pourrait aggraver. Donc la solution qui a été développée, qui a été créée ici en 2020 avec des oncologues et des experts du soin de support digitalisé, c'est Bull, qui propose donc un accompagnement des patients cancéreux via un parcours de soins de support qui est personnalisé, d'activités physiques mais aussi d'activités psychocorporelles et un accompagnement par des professionnels de soins à distance. Ce projet, aujourd'hui, il est déployé dans 10 centres de lutte contre le cancer, dont Gustave Roussy, donc dans toute la France. Et on pourrait aussi tout à fait imaginer que ce genre de solution soit développé au sein d'un centre d'innovation médicale à Bruxelles. Et donc ces exemples bouclent la boucle avec ce qu'on disait précédemment, à savoir le fait, l'importance de, premièrement, développer une culture d'innovation au sein de l'hôpital. Deuxièmement, co-créer ces solutions avec le personnel de soins et avec des partenaires, enfin d'autres partenaires internes et externes à l'hôpital. Tout cela dans un but d'amélioration de la qualité des soins pour le patient, qui, comme on le voyait ici sur le schéma du bloc opératoire augmenté, est vraiment central dans la réflexion en fait. Voilà. Un tout grand merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, Madame Liénard. Donc, nous allons passer à la partie, disons, questions-réponses, réactions. Donc, moi, j'ai enregistré 2 questions donc dans la rubrique concernée.
La première, je vous la lis. Hein. Donc, à première vue, elle me semble aller un petit peu dans la direction que ce que vous avez dit tous les deux. Hein. Donc, je suis généraliste et je suis étonné de la faible utilisation de l'analyse des données récoltées dans les DMI. Je suppose qu'on parle bien des dossiers médicaux individuels ou intégrés, je ne sais pas quelle est la simulation du I, mais également du peu de connaissance de masanté.be par les patients, donc une idée sur la faible digitalisation de la première ligne. Donc j'ai cru comprendre que c'était un petit peu ce que vous disiez aussi, mais si vous avez éventuellement un commentaire supplémentaire par rapport à ça, je vous donnerai volontiers la parole. Et alors, la deuxième question concernait un petit peu, oui, partage des données, mais à qui finalement, ce qui m'amène peut-être un petit peu généraliser donc cette question. Ok, vous l'avez dit en commençant, vous n'avez pas la possibilité dans le temps imparti comment dirais-je, d'aborder tous les aspects du problème. Mais si éventuellement vous avez la possibilité, sans nous embarquer trop loin, de dire quelques mots sur deux sujets. Le premier, c'est la protection des données. Hein, donc, on a eu écho dans les médias ces derniers jours d'un hôpital luxembourgeois, enfin de la province de Luxembourg, dont les données ont été hackées, comme on dit. Donc, on ne sait pas exactement ce que ça signifie concrètement, mais il y a l'hypothèse que certaines données auraient été volées ou pire, peut-être encore sabotées, c'est-à-dire modifiées donc à l'insu des propriétaires de ces données. Donc, vous me direz un petit peu ce qu'il en est pour l'instant. Et alors, au-delà de ça, finalement, effectivement, quel est l'usage qu'on peut faire des données qu'on récolte de cette manière. J'ai cru comprendre de votre exposé que vous disiez que la réglementation en vigueur avait tendance à un petit peu inhiber l'innovation. Mais, sauf erreur de ma part, la seule réglementation qui existe en la matière vise à la vie privée, à la protection de la vie privée des patients. Est-ce que vous avez de votre côté l'idée d'une réglementation qui, tout en respectant cet objectif, serait effectivement alors moins inhibante pour l'innovation que celle qui existe? Et alors, dans le même prolongement, ça relève aussi de l'usage des données. J'ai remarqué que dans le petit schéma français qui était donné vers la fin par Madame Liénard, il était question là des petites boules concernait la pression assurantielle. Et donc effectivement, si vous avez éventuellement des réflexions à ce sujet-là, il y a quelques années déjà, des gens qui réfléchissent sur la sécurité sociale se sont demandé en fait si la protection sociale telle qu'on la connaît a encore un sens, parce qu'ils prédisent qu'avec les échanges de données et tout ça, on parviendra à tellement bien anticiper les problèmes les problèmes de santé des gens, notamment par la génétique, etc., que tout simplement la solidarisation des risques deviendra tout simplement impossible. Je veux dire, on sera tellement bien en mesure de prédire les dépenses des gens que plus personne en tout cas ceux qui sont à risque, ainsi déterminés à risque, ne trouveront plus d'assurance ou ne pourront plus payer des assurances. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà le temps, si vous nous dites, écoutez, ça, ce sont des questions trop vastes, il faudra faire un autre séminaire, sortez-vous libre de le dire. Mais si vous avez éventuellement des éléments de réponse par rapport à ces aspects-là. Merci beaucoup. J'entame le bal ou je laisse Sophie? J'y vais. Bon, écoutez, alors de mon côté, c'est vrai que je vais peut-être quand même un petit peu reposer la question originale pour un peu d'abord partir du cas particulier pour peut-être aller plus général dans un deuxième temps. Donc la question en fait, ça avait été par rapport à mon schéma au niveau de la prise où on voyait que les mutuelles notamment auraient pu se connecter comme ça à l'hôpital et pour en extraire des dossiers patients. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a effectivement toute une multitude
différentes d'usage des données de santé. Donc, le fait de prendre le dossier informatisé d'un patient hors de l'hôpital n'est pas la seule manière de faire. On peut, par exemple, réussir grâce à cette prise qu'on mettrait dans un hôpital, à plutôt récolter des données au niveau d'une statistique de population. Et c'est plutôt dans cette logique-là qu'il faut comprendre l'intérêt, notamment des mutualités ou des assurances, de se connecter à un hôpital, d'un peu mieux pouvoir peut-être cerner les risques qu'une certaine population fait face dans différentes réalités. Ça s'est très fort vu, par exemple, par rapport au Covid, où on a vu qu'il y avait une asymétrie en fonction des différentes localisations sur la manière dont l'épidémie était plus vive ou pas assez vive. Donc, il faut vraiment se rendre compte que l'usage de la santé n'est pas que le dossier patient informatisé, mais peut aussi aller à ce qu'on appelle une granularité supérieure. Donc, le mot granularité, je l'aime beaucoup parce que on n'est pas nécessairement intéressé par le cas d'une personne, mais potentiellement par des études au niveau d'une population. Et c'est statistiquement parlant extrêmement différent. Et on s'aperçoit bien que si les données sont suffisamment bien anonymisées, eh bien, il y a une possibilité d'extraire des informations intéressantes sans divulguer la personne, j'ai envie de dire, et de donner des informations au niveau de l'individu. Donc ça, c'est peut-être plus pour ma réponse de base à la question de Madame Van Doren. Alors, vous avez en fait ensuite évoqué la question de la protection des données, je pense, plus du côté technique. Donc, où on a un peu parlé du cas de Vivalia qui est bien malheureux, sur lequel effectivement je pourrais parler pendant plusieurs minutes à lui tout seul. Mais là, je pense que quand on parle de la protection des données techniques, sur le plan technique, il faut distinguer deux choses. Il y a la question de la cybersécurité, qui est réellement celle dont on parle dans Vivalia, et il y a la question plutôt du GDPR, à savoir, enfin GDPR ou de la protection des données patients. Quel est l'usage qu'on peut faire d'une donnée médicale dans un workflow clinique? Quelle est la question du consentement? Et le consentement doit être sous-tendu, j'ai envie de dire, par une réponse technologique. Parce que comment est-ce que le patient donne son consentement? Actuellement, on peut toujours un peu se poser la question de comment est-ce que le patient a fait un consentement éclairé pour son inscription dans les réseaux santé wallons qui existent en Belgique. Ça, c'est une question qui est assez récurrente. Donc, sur le volet de la cybersécurité, on est, en fait, j'ai envie de dire, un petit peu en train de partir de nulle part. Il faut se rendre compte qu'on vient tout juste seulement de commencer à un petit peu réussir à lutter contre la fracture numérique. Et donc, la question de la cybersécurité, j'ai envie de dire, c'est une question qui arrive dans un deuxième temps, après le moment où on a commencé à pouvoir répondre à la fracture technologique qui est encore fort prégnante dans certaines populations. Et voilà, j'imagine qu'à Bruxelles, vous voyez qu'il reste des gros soucis au niveau de l'équipement, au niveau de la connaissance, de la littératie du numérique. Et donc, si on n'a pas cette connaissance-là, il est difficile d'aller à un étage supérieur, qui est celui de la protection des données patients. C'est clair que maintenant, il y a des gens qui continuent à utiliser, par exemple, une application comme WhatsApp ou comme Messenger pour échanger des données patients. Et ça, c'est excessivement dangereux parce que ce sont des systèmes informatiques qui ne tombent pas sous la juridiction européenne. Il faut se rendre compte que dès qu'une donnée est stockée sur un serveur appartenant à ce qu'on va appeler communément les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, eh bien, ce sont des données qui passent sous juridiction américaine et toutes les données qui sont stockées sur ces serveurs-là, potentiellement, peuvent être réclamées grâce au Cloud Act américain pour un accès. Et donc, on viole en fait le RGPD à partir du moment où, au jour d'aujourd'hui, on place une donnée patient sur un serveur américain. Si vous voulez regarder, c'est ce qu'on appelle le Schrems 2, qui est tout un grand débat juridique là-dessus, auquel je suis vraiment pas du tout qualifié pour répondre, mais il y a vraiment des questions extrêmement fortes là-dessus. Alors, je suis par ailleurs vraiment désolé d'avoir donné l'impression de dire que le GDPR inhibait l'innovation. Ça, c'est absolument pas mon propos personnel. Moi, je crois que le RGPD est au contraire quelque chose qui favorise l'innovation en mettant un cadre légal qui est clair, qui est compréhensible, en tout cas
par beaucoup de personnes au niveau de l'Europe. Et donc, je pense que c'est vraiment un garde-fou qui est nécessaire. Maintenant, la question c'est comment est-ce que, malgré ce garde-fou, on est capable de créer de l'innovation. Et c'est, je pense, dans ce contexte-là qu'il faut réfléchir, parce qu'effectivement, le GDPR a des conséquences très fortes sur la gestion des données. Alors là, j'ai donné l'exemple de on ne peut pas stocker une donnée patient sur un serveur américain. Et bien voilà, typiquement, le genre de contrainte que met le GDPR, mais c'est une contrainte et c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste une contrainte qu'il faut prendre en compte dans la création des nouveaux systèmes. Et c'est là, je pense, où je rejoins un petit peu ce que Sophie disait, c'est que il faut donner les clés pour réussir à ce que nos entreprises du Serail soient capables de répondre à ces défis-là. Et c'est pour ça que des clusters, des pôles de compétitivité, comme on va les retrouver à Wallonie, donc LiveTech Bruxelles, c'est un exemple, c'est vraiment des choses qui sont essentielles. Comment est-ce qu'on fait pour notre tissu économique, lui faire comprendre les enjeux de la santé numérique. Donc voilà, je vais peut-être pas aller plus loin, mais si je peux m'expliquer sur d'autres points, n'hésitez surtout pas. Ah oui, c'est vrai, je vois aussi le message par rapport à un généraliste qui est un peu étonné du manque, entre guillemets, de littératie et de digitalisation de la première ligne. Donc, c'était un petit peu ce que je disais au tout début de mon intervention ici. Je pense qu'il y a un rôle médiatique qui n'est pas encore suffisamment présent. Je pense que si tous les moments où dans un journal, que ce soit un journal privé ou un journal public, on mentionne Facebook, par exemple le métaverse, dont on a beaucoup parlé, les crypto-monnaies, les nouvelles versions de l'iPhone. Donc, si on fait la somme de toutes ces interventions-là et qu'on les met en rapport par rapport aux interventions dans le domaine de la santé, ben en fait, elles sont très rares, ces interventions. Donc ça, c'est un peu une question que j'ai envie d'adresser aux médias. C'est, n'y a-t-il pas moyen de mettre plus en évidence toutes les initiatives dont Sophie a parlé, dont j'ai moi-même parlé par rapport à la démocratisation des données de santé? Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, un vrai travail médiatique, et je ressouligne vraiment le travail de la Fondation Rabaudouin sur ces problématiques-là, parce que je pense qu'ils sont pionniers. Un tout grand merci. Madame Liénard, je vais vous passer la parole. Donc, en fait, c'était vous qui aviez à un certain moment parlé de l'effet inhibiteur, de certaines réglementations. Vous n'avez pas dit quelle réglementation, hein, c'est moi qui ai extrapolé peut-être un peu vite en me disant que c'était peut-être le RGPD dont vous parliez. Mais enfin, si vous pouviez éventuellement expliquer votre point de vue là-dessus. Et alors aussi, c'est aussi dans un des schémas que vous aviez proposé que le schéma français, là, où il était question de la pression assurantielle, si éventuellement vous avez des données là-dessus. Merci beaucoup. J'essaie de remettre ma caméra. Du moment qu'on vous a... Oui, voilà. Voilà, donc pour les aspects plutôt techniques, je pense que Sébastien a bien couvert la chose. Moi, j'avoue que c'est pas mon background premier. Ce que je peux dire par rapport à ce qu'on fait de notre côté pour les entrepreneurs et notamment pour les sensibiliser à toutes ces questions de transfert de données, sécurisation des données, etc. C'est plusieurs choses. C'est la mise en contact avec toute une série d'experts en data management, ça c'est la première chose, notamment dans le cadre de l'accélérateur de start-up qu'on a développé maintenant depuis 7 ans, où les entrepreneurs sont vraiment sensibilisés à ces questions-là. Et par ailleurs, je vous disais donc que le projet ici est soutenu par le FEDER et qui fait partie en fait d'un projet plus large. Et dans le cadre de ce projet plus large, on a aussi permis à toute une série d'entrepreneurs de développer des connecteurs au réseau santé bruxellois et donc de tester leur interopérabilité au réseau de manière à pouvoir assurer justement une continuité des soins donc pour des solutions de santé digitale innovantes. Donc voilà, ça c'était très très important et on espère maintenant que j'ai envie de dire l'impulsion a été donnée pour que d'autres puissent également
tester donc leur interopérabilité et échanger avec Abrumet à ce propos. Maintenant, au niveau de la question des assurances, j'ai pas de boule de cristal malheureusement pour pouvoir dire si oui ou non un jour on connaîtra tellement bien les personnes que ce sera peut-être plus nécessaire de les assurer ou qu'on n'assurera plus certaines personnes. Ça, je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Je pense qu'il y a encore beaucoup de progrès de toute façon à faire en termes de transfert des données et qu'on n'en est peut-être pas encore là. Quand on voit que au niveau de la chaîne de valeur, première ligne et deuxième ligne, il y a encore énormément de boulot pour convaincre toute une série d'acteurs, en fait, justement de faciliter et d'accélérer, en fait, de fluidifier, ce processus de transfert des données et comprendre aussi la valeur que ça a et s'assurer qu'elle soit bien protégée. Un tout grand merci. Je crois que de cette façon-là, on a répondu donc aux interrogations qui avaient été en tout cas exprimées. Donc je voudrais remercier donc nos deux orateurs. Je me félicite par ailleurs, enfin c'est une expression, c'est pas moi que je félicite, mais je suis content qu'en fait dans la liste des participants, il y avait pas mal, en dehors du public habituel de nos débats, il y avait en fait pas mal de prestataires de soins de terrain, donc je m'en réjouis. Voilà, donc ceci, sauf erreur de ma part, je parle sous le contrôle de l'équipe d'animation donc de Bru Partners. Donc je crois que ceci termine le cycle donc des débats du midi pour cette année sociale. Donc le conseil d'administration tout à l'heure va arrêter le programme de l'année prochaine. Donc j'espère que donc l'année prochaine nous aurons la possibilité de retourner au présentiel, comme on dit aujourd'hui, donc de vous accueillir dans le hall de réception de nos partners autour de quelques bulles et de quelque chose bon à manger. Voilà. Mais donc, en attendant, donc voilà, je remercie donc tout le monde, donc nos orateurs, les participants et donc ceux qui ont rendu tout ça techniquement possible. Et donc, je vous souhaite, je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine, probablement dès le mois de décembre. Il y aura encore un webinaire le mois prochain, fin du mois. Ah, pardon. Pardon. Et quel est le thème alors? L'effet NIMBY. Pardon? L'effet NIMBY. Donc, c'est le phénomène qui consiste en fait à approuver un projet pourvu qu'il ne se fait pas à proximité de notre lieu de résidence, on va dire. Donc, on a M. Serge Hersek, qui est spécialiste en stratégie et communication, qui sera présent. Et donc, ça, c'est fin du mois. Mais toutes les infos, comme d'habitude, seront… On ne connaît pas encore la date précise, mais donc voilà. Voilà, exactement. OK, fin du mois de juin. Ouais, OK. Eh bien, donc, cette correction ayant été faite, donc, je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Merci bon après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.